Le premier dossier dont s'occupera mon cabinet d'avocat, c'est notre propre divorce. Ma femme l'a annoncé lors de la soirée d'inauguration de son cabinet, m'humiliant ainsi devant des centaines de personnes. Je suis parti en silence, j'ai retiré 20 millions de dollars du jour au lendemain, et j'ai regardé tout son empire s'effondrer. En arrivant à cette fameuse fête d'inauguration, j'ai vu tout le monde rire, et me pointer du doigt. Le mari à l'essai est là. Puis, mon épouse m'a tendu une enveloppe. La première mission de mon cabinet, c'est notre divorce. Signé par. Alors, je suis parti. J'ai discrètement annulé chaque paiement, chaque voyage prévu pour célébrer, et j'ai retiré mon investissement de 20 millions de dollars de son entreprise. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé avec 456 appels en absence, et quelqu'un a frappé à ma porte. Vous savez ce qu'on dit sur le karma? Parfois, c'est une femme patiente, qui prend tout son temps. Mais ce soir-là, en entrant dans l'atrium de l'hôtel Hilton, vêtu de mon plus beau costume Tom Ford, et arborant un sourire capable de vendre de la glace à un Esquimau, j'ignorais totalement que le karma s'apprêtait à faire des heures supplémentaires. L'endroit bourdonnait d'une énergie incroyable. Les lustres en cristal projetaient des prismes arc-en-ciel sur un sol en marbre, dont le prix dépassait probablement celui de la plupart des voitures. Je pouvais sentir l'odeur du succès dans l'air, mêlée à celle du champagne hors de prix, et à cette arrogance si particulière, propre aux avocats persuadés d'avoir réussi leur vie. L'ironie dans tout cela? Chaque centime de cette extravagance provenait directement de mon compte en banque. Je m'appelle Marcus Hall. J'ai 42 ans, et je possède cette assurance typique du self-made man, celui qui a transformé une petite start-up technologique en un empire de plusieurs millions de dollars. Et ce, pendant que les autres essayaient encore de comprendre comment utiliser une boîte mail, sans répondre à tout le monde par erreur. Ce soir-là devait marquer la grande ouverture de Hall Winters LLP. C'était le cabinet d'avocats de rêve de ma femme, celui que je finançais secrètement, tel un sugar daddy illégal. En me frayant un chemin à travers la foule, hochant la tête vers des visages croisés au country club ou lors de galas de charité, je me sentais plutôt bien. C'était aussi mon moment de gloire, n'est-ce pas? Après tout, sans les poches profondes de Marcus Hall, il n'y aurait jamais eu de Hall Winters LLP. Il n'y aurait pas eu cette réception luxueuse, avec ses sculptures de glace et ses fontaines de champagne, dignes du hall d'un grand hôtel de Las Vegas. C'est alors que je l'ai entendu. Cette remarque narquoise, fendant le brouhaha de la fête comme un couteau dans du beurre. Un jeune collaborateur, probablement fraîchement diplômé de l'école de droit et encore naïf, s'est penché vers son ami pour murmurer avec un sourire méprisant, « Tiens, on dirait bien que le mari à l'essai est arrivé. » Le mari à l'essai. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai continué à marcher. J'ai continué à sourire, parce que c'est exactement ce qu'on fait quand on s'appelle Marcus Hall. On ne laisse pas un inconnu, dans un costume bon marché, voir que l'on transpire. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose de froid et de tranchant commençait à se tordre dans mon ventre. J'ai balayé la pièce du regard, cherchant Clara. Et elle était là, mon épouse depuis 8 ans, se tenant derrière le pupitre comme si elle possédait le monde entier. Et oui, il faut l'admettre, elle était absolument magnifique. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon parfait, une coiffure qui avait probablement pris 2 heures à son styliste. Elle portait ce collier en diamant que je lui avais offert pour notre anniversaire l'année dernière, un bijou valant plus que ce que la majorité des gens gagnent en une décennie. Elle brillait sous la lumière des lustres, recevant les compliments et les baisers en l'air de tous ceux qui comptaient dans le milieu juridique new-yorkais. Le juge Robert Winters, son père, et l'un des hommes les plus puissants du système judiciaire de la ville, souriait fièrement depuis sa place au premier rang. Victor Cross, son partenaire commercial, et le type à qui je faisais des chèques depuis 2 ans, se tenait juste à côté d'elle. Il avait l'air incroyablement suffisant dans son costume Armani. Clara a croisé mon regard et m'a souri, mais quelque chose clochait. Ce n'était pas ce sourire chaleureux et sincère, celui dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant. Celui-ci était différent, calculé, comme si elle avait déjà répété la scène à venir. Elle a tapoté son verre de champagne avec une cuillère en argent, et la salle s'est tue. Tous les visages se sont tournés vers le pupitre. Chaque conversation s'est arrêtée net, au beau milieu d'une phrase. On aurait pu entendre une mouche voler, ce qui veut dire beaucoup, sachant que nous étions en plein cœur de Manhattan. « Mesdames et messieurs », a commencé Clara. Sa voix portait ce ton doux et confiant, celui qu'elle utilisait habituellement au tribunal. Merci à tous d'être présents ce soir, pour célébrer le lancement de Hall Winters LLP.
Ce cabinet représente tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce dont j'ai rêvé, depuis que je suis une petite fille assise dans la salle d'audience de mon père. La foule a murmuré avec admiration. Quelqu'un a crié au bravo, et a levé son verre. Mais ensuite, Clara a fait une chose qui a glacé mon sang. Elle a plongé la main dans sa pochette, le fameux sac Chanel que je lui avais offert pour Noël, et en a sorti une enveloppe Kraft. Simple, ordinaire, le genre d'enveloppe qui pourrait contenir n'importe quoi, des documents fiscaux à des bons de réduction. Cependant, a-t-elle poursuivi, et je jure que la température de la pièce a chuté d'au moins 10 degrés, avant que nous n'ouvrions officiellement nos portes pour servir la justice dans cette ville, j'ai une question à régler. Elle est descendue de l'estrade. Ses talons claquaient contre le sol en marbre, résonnant comme un compte à rebours. Chaque pas la rapprochait de l'endroit où je me tenais, et chaque pas propageait un peu plus cette sensation de froid dans mon estomac. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Plus elle approchait, plus je sentais des centaines de regards braqués sur moi. J'entendais les chuchotements qui commençaient à bourdonner dans la pièce, pareil à des guêpes en colère. Le flash d'un téléphone s'est déclenché, puis un autre. Clara s'est arrêtée juste devant moi. Assez près pour que je puisse sentir son parfum, ce même Chanel numéro 5 qu'elle portait depuis notre deuxième rendez-vous. Elle souriait toujours, mais je voyais désormais la véritable nature de cette expression. Ce n'était ni de l'amour, ni de la gratitude, ni même de la décence humaine fondamentale. C'était de la pitié, mêlée à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la satisfaction. « Marcus », a-t-elle dit, assez fort pour que toute la salle l'entende, « tu as été si généreux, si compréhensif, et je veux que tout le monde ici sache que le premier dossier que WinterCLLP traitera me tient particulièrement à cœur. » Elle m'a tendu l'enveloppe, comme si elle me remettait un prix lors d'une cérémonie malsaine. Le papier m'a semblé lourd entre mes mains, chargé de possibilités que je refusais d'envisager. La première affaire de mon cabinet d'avocat, a-t-elle annoncé, en se tournant pour s'adresser à la foule avec ce même sourire répété, c'est mon divorce. Marcus, j'ai besoin que tu signes ces papiers, et que tu partes ce soir. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, telle la fumée s'échappant du canon d'une arme à feu. L'espace d'un instant, le silence a été parfait. Puis, les applaudissements ont commencé. Dispersés d'abord, ils sont devenus de plus en plus forts. Certaines personnes ont halté, couvrant leur bouche de leurs mains, comme si elles assistaient à un accident de voiture au ralenti. D'autres filmaient avec leur téléphone, téléchargeant probablement déjà la vidéo sur les réseaux sociaux, avec des mots dièses comme vidé avocat et au coup de maître. Je suis resté là, tenant cette enveloppe, avec le sentiment d'être le plus grand idiot ayant jamais foulé cette terre. C'était mon argent qui finançait cette fête. C'étaient mes relations qui remplissaient cette salle. C'était moi qui avais rendu cette soirée possible. Et maintenant, on me renvoyait comme un vulgaire domestique, qui serait resté au-delà du temps imparti. L'humiliation aurait dû être écrasante. La trahison aurait dû me mettre à genoux. 8 ans de mariage, 2 ans à soutenir son cabinet de rêve, et 20 millions de dollars de ma poche. Tout cela réduit à une enveloppe Kraft, et à une exécution publique, devant tous les acteurs majeurs de la communauté juridique new-yorkaise. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas hurlé. Je ne lui ai pas jeté l'enveloppe au visage. Je n'ai pas fait la scène que tout le monde attendait probablement. Cette crise dramatique leur aurait donné un sujet de conversation, pour animer leur déjeuner au country club pendant les 6 prochains mois. Au lieu de cela, j'ai fait une chose qui a sans doute surpris tous les membres de cette assemblée, et peut-être même moi-même. J'ai plié cette enveloppe en deux, je l'ai glissée dans la poche de ma veste, et j'ai marché vers la sortie la tête haute. En me frayant un chemin à travers la foule, j'entendais les chuchotements reprendre. Je sentais leurs regards suivre chacun de mes mouvements. Mais, j'ai continué à marcher. J'ai dépassé les sculptures de glace et les fontaines de champagne, les sols en marbre et les lustres en cristal. Je passais devant tout ce que j'avais payé, mais que, visiblement, je n'avais jamais possédé. À l'extérieur, l'air nocturne de New York m'a frappé le visage, comme une véritable bénédiction. J'ai desserré ma cravate, laissant la brise fraîche balayer la lourdeur de cette salle de bal d'hôtel hors de prix. Et puis, debout sur ce trottoir, alors que les lumières de la ville se reflétaient sur la chaussée humide, j'ai fait quelque chose qui aurait probablement choqué tous ceux qui, à l'intérieur, célébraient encore mon humiliation publique. J'ai souri. Pas ce faux sourire préparé, que je portais depuis le début de la soirée, mais un vrai. Discret, certes, mais authentique. Voyez-vous,
il y a un détail sur Marcus Hall, que toutes ces personnes dans cette pièce n'ont pas compris. Je ne suis pas arrivé là où j'en suis en étant stupide. Je n'ai pas bâti un empire de plusieurs millions de dollars en me reposant uniquement sur la parole des gens. Et, je n'aurais certainement jamais survécu dans le monde impitoyable des affaires, sans avoir quelques plans de secours dans ma manche. Il pensait avoir gagné. Il croyait que c'était la fin de l'histoire. Le mari idiot, qui s'était fait berner par sa femme ambitieuse, et par son habile partenaire commercial. Il pensait que Marcus Hall s'était simplement fait avoir. Mais, il n'avait encore rien vu. Le vrai jeu venait tout juste de commencer. Vous savez ce qui est drôle avec la trahison? C'est comme une intoxication alimentaire. Au début, vous êtes juste confus et mal à l'aise. Ensuite, ça vous frappe d'un coup, et soudain, vous voyez tout avec une clarté cristalline. Au moment où j'ai atteint mon appartement, dans l'Upper East Side, cette lucidité brûlait comme de l'acide. Je me suis versé 3 doigts de Macallan 25 ans d'âge, une excellente cuvée, que je réserve pour les grandes occasions. Bien que, divorcé publiquement lors du lancement du cabinet de sa femme, cela qualifie certainement la situation de spéciale, de la manière la plus tordue qui soit. Le liquide ambré m'a brûlé la gorge en descendant, mais ce n'était rien comparé au feu qui grandissait dans ma poitrine, depuis que j'avais quitté ce cirque. Mon appartement me paraissait différent maintenant, beaucoup plus silencieux. Toutes ces petites touches de décoration, qui hurlaient le couple marié à succès, étaient toujours là. Les coussins assortis que Clara avait exigés, les photos de mariage dans leurs cadres onéreux, ou encore l'art abstrait qu'elle avait choisi parce qu'il s'agissait d'investissement. Désormais, ces objets ressemblaient à de simples accessoires de théâtre, pour une pièce dans laquelle j'ignorais jouer le premier rôle. Mais, je n'étais pas là pour m'apitoyer sur mon sort. J'avais du travail. Je me suis dirigé droit vers mon bureau, passant devant les fenêtres du sol au plafond, qui offraient une vue à $1 million sur Central Park. La plupart des gens pensent que la vue est ce qui rend cette pièce unique, mais ils se trompent. La véritable magie se cachait derrière la bibliothèque sur mesure. Là, un panneau dissimulé glissait, pour révéler mon coffre-fort privé. Ce n'était pas un de ces coffres bon marché de chambre d'hôtel, où l'on garde son passeport et quelques centaines de dollars. Il s'agissait d'une véritable chambre forte, ignifuge et étanche, suffisamment grande pour contenir tout ce qui importait vraiment. J'ai tapé le code, et la lourde porte s'est ouverte avec un déclic satisfaisant. À l'intérieur, rangé avec une précision obsessionnelle qui ferait pleurer de joie un banquier suisse, se trouvaient mes actifs principaux. Pas des actions, des obligations ou des portefeuilles de crypto-monnaies. Ça, c'est pour les amateurs. Non, il s'agissait des documents qui séparent les véritables acteurs de ceux qui se font manipuler, les chasseurs de leur proie. J'ai sorti le premier classeur, épais comme un annuaire téléphonique. Il était étiqueté de ma propre écriture, structure financière de Hall Winters LLP. Chaque page racontait une histoire, et croyez-moi, c'était une excellente histoire. C'est ce détail crucial, que Clara et son arrogant partenaire Victor, n'avaient pas compris au sujet de Marcus Hall. Je ne me contente pas de jeter de l'argent par les fenêtres, en espérant que tout se passe bien. Quand j'investis, je documente la moindre transaction. Quand je signe un chèque, je crée une trace écrite, qui pourrait être suivie par un comptable aveugle et dyslexique. La première section détaillait le capital initial. 5 millions de dollars, transférés depuis mon compte personnel, pour établir les fonds de roulement du cabinet. Clara pensait que c'était un cadeau, le geste d'un mari aimant soutenant les rêves de sa femme. En réalité, c'était un prêt, assorti de conditions très spécifiques. Des termes qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire, trop occupée à choisir le mobilier de bureau, et à planifier des soirées de lancement. Ensuite, le bail des bureaux. Cette magnifique suite d'angles sur Madison Avenue, avec sa table de conférence en acajou et sa vue sur le Chrysler Building. Celle qui coûtait $40 000 par mois. Eh bien, elle était à mon nom. Le contrat de location était là, noir sur blanc, accompagné du reçu pour la caution de $200 000. J'ai tourné d'autres pages. Chacune d'entre elles représentait une petite police d'assurance, que je ne pensais jamais avoir besoin d'encaisser. La décoration intérieure avait coûté $250 000 supplémentaires, pour satisfaire la vision de Clara d'une élégance juridique sophistiquée. La bibliothèque de droit personnalisé, avec ses textes juridiques en édition originale et ses étagères sculptées à la main, atteignait un montant à 6 chiffres. Le système informatique de pointe et le logiciel de gestion des dossiers rajoutaient $100 000 à la note.
Mais le clou du spectacle, c'était les frais de recrutement. Clara et Victor s'étaient lancés dans une frénésie d'embauche, comme s'ils bâtissaient l'équivalent juridique de l'équipe des Yankees. Ils avaient débauché des collaborateurs seniors de cabinets prestigieux, en leur offrant des primes de signature et des salaires gonflés, à rendre jaloux les cadres de Wall Street. Chacune de ces offres était garantie par mon argent. Et, chaque contrat incluait une clause, liant leur emploi à la stabilité financière du cabinet. En parcourant ces documents, quelque chose a commencé à bouillonner au fond de ma poitrine. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une nouvelle vague d'humiliation. Puis, j'ai compris ce que c'était réellement. Un rire. Un rire sombre et amer, qui avait le goût d'une vengeance servie à température ambiante. Car voici la vérité, celle qui devenait limpide en examinant ma tenue de dossier méticuleuse. Je n'avais pas été le mari de Clara au cours des 2 dernières années. J'avais été sa banque. Un distributeur automatique de billets sur pattes, doté d'une alliance et d'un compte courant joint. À chaque dîner où elle me présentait comme mon mari, l'entrepreneur dans la tech, elle disait en fait, mon financier, qui ne comprend rien au droit. Chaque fois qu'elle me demandait mon avis, sur des décisions d'embauche ou l'emplacement des bureaux, elle faisait seulement preuve de politesse, tout en dépensant mon argent. Lors de chaque discours passionné, sur l'importance de bâtir quelque chose de significatif et de durable, elle parlait en réalité de le construire avec mes fonds, tout en prévoyant de m'exclure du tableau. J'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai commencé à croiser les documents avec mes relevés bancaires. Le schéma était désormais tellement flagrant, que je n'arrivais pas à croire que je l'avais raté. Chaque dépense majeure pour le cabinet coïncidait avec des moments précis. Les soirs où Clara travaillait tard, les dîners avec des clients qui semblaient toujours inclure Victor, et ses retours à la maison avec cet éclat, que je prenais bêtement pour de la satisfaction professionnelle. 20 millions de dollars. C'était le grand total, une fois additionné chaque chèque, chaque virement bancaire, et chaque paiement par carte de crédit, effectué pour soutenir au loin Terre LLP. 20 millions de dollars, pour financer la liaison de ma femme, et sponsoriser ma propre humiliation publique. Mais c'est là que Clara et Victor ont commis leur erreur fatale. Ils ont supposé que je n'étais qu'un riche type de plus, devenu prospère par chance, et qui le restait en balançant de l'argent sur ses problèmes. Ils me prenaient pour ce genre de victime, qui signe des papiers sans les lire, et qui fait confiance aux gens, simplement parce que c'est plus facile que d'être méfiant. À l'évidence, ils n'avaient jamais pris la peine de se renseigner sur la façon de faire de Marcus Hall. Chacune de ces transactions avait été structurée comme un investissement commercial, et non comme un don entre époux. Chaque contrat comportait des clauses de performance, des mesures de responsabilité et, plus important encore, des stratégies de sortie. Clara n'avait jamais lu les petits caractères, trop occupée à préparer ses grands débuts, en tant que nouveau couple vedette du milieu juridique new-yorkais. J'ai fermé le classeur, et j'ai attrapé le suivant, structure d'entreprise et accord d'associés commanditaires. C'est là que les choses devenaient vraiment intéressantes. Voyez-vous, quand vous injectez 20 millions de dollars dans un nouveau cabinet d'avocats, même dirigé par votre épouse bien-aimée, vous ne vous contentez pas de faire des chèques au hasard. Vous mettez en place des structures juridiques, afin de protéger votre investissement. Vous vous établissez en tant qu'associé silencieux, avec des droits et des responsabilités très précis. Des droits, comme la capacité de geler les comptes de l'entreprise, si la responsabilité fiscale est remise en question. Des droits, comme la divulgation obligatoire de toutes les dépenses majeures. Ou encore, le droit de retirer unilatéralement le capital investi, en vertu des clauses de violation d'obligations fiduciaires. La beauté de la chose, c'est que Clara avait elle-même signé chacun de ces accords. Elle était tellement impatiente de mettre la main sur mon argent, qu'elle avait à peine jeté un coup d'œil aux documents de l'entreprise. Elle avait probablement supposé qu'il s'agissait d'un charabia juridique standard. Le genre de paperasse que l'on signe, quand son mari se montre excessivement prudent pour protéger ses actifs. Je me suis adossé à mon fauteuil, et j'ai pris une nouvelle gorgée de ce Macallan, savourant à la fois le whisky et l'ironie de la situation. À ce moment précis, Clara et Victor devaient encore être au Hilton. Ils se prélassaient sans doute dans l'éclat de leur coup de force, acceptant les félicitations de tous ces pontes du barreau, témoins de ma chute publique. Ils croyaient avoir gagné. Ils pensaient que Marcus Hall s'était fait rouler, par les 2 personnes les plus intelligentes de la pièce. Ils planifiaient sûrement déjà la façon de dépenser mes 20 millions, plaisantant peut-être même sur la facilité avec laquelle ils avaient séparé un idiot de son argent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marcus Hall ne se laisse pas mener en bateau. Il joue le jeu mieux que quiconque.
Et parfois, cela implique de laisser les autres penser qu'ils gagnent, jusqu'à la seconde où ils réalisent qu'ils sont échecs et mat. J'ai refermé le coffre-fort, et je me suis versé un autre verre. Demain, la véritable leçon commencerait. Pour l'instant, je n'étais qu'un homme dans un appartement luxueux, entouré par les preuves de la plus monumentale erreur jamais commise par sa femme. Mais bon, nous faisons tous des erreurs. Le tout, c'est de s'assurer que les vôtres ne soient pas fatales. Vous savez ce qui distingue les personnes qui réussissent de toutes les autres? Le sens du timing. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi faire, mais de savoir exactement quand agir. Assis dans mon bureau, à 2h47 du matin, devant mon 3e verre de Macallan et l'écran de mon ordinateur, j'ai réalisé que mon timing n'avait jamais été aussi parfait. La ville, derrière mes fenêtres, était en grande partie endormie. Moi, en revanche, j'étais parfaitement réveillé, doté de cette lucidité qui n'apparaît que lorsque votre monde a été renversé, et que vous le remettez enfin à l'endroit. Clara et Victor s'étaient probablement effondrés dans une suite d'hôtels 5 étoiles. Ivres de champagne, et de leur propre prétendue brillance. Ils pensaient avoir réussi le casse du siècle. Voler 20 millions de dollars et un cabinet d'avocats à Marcus Hall, tout en le faisant passer pour un abruti, devant la moitié de l'élite juridique new-yorkaise. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marcus Hall ne dort pas quand il y a du travail à faire. Et ce soir-là, il y en avait indéniablement. J'ai fait craquer mes jointures, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur bleue de l'écran se reflétait dans le verre de whisky vide, posé à côté de moi. Premier arrêt, le portail bancaire en ligne du cabinet. Clara supposait probablement que je n'y avais plus accès. Peut-être même avait-elle modifié les mots de passe, dans une tentative d'amateur en matière de sécurité numérique. Elle a toujours été trop sûre d'elle, trop encline à croire que les gens sont exactement ce qu'ils paraissent en surface. Mais voici le secret. Quand on est celui qui a financé l'intégralité de l'opération, on s'assure de toujours garder une porte dérobée. Les identifiants, que j'avais mémorisés lors de la création des comptes de l'entreprise, fonctionnaient toujours à la perfection. L'adresse email de secours, liée à la récupération du mot de passe. C'était mon compte Gmail personnel, et non celui de Clara. Les questions de sécurité étaient toutes paramétrées avec des informations que moi seul pouvais connaître. En 30 secondes, j'étais dans le système. Ce que j'y ai vu m'a fait sourire pour la première fois, depuis ce désastre au Hilton. Le solde du compte affichait exactement ce que j'espérais. Il y avait 47 000 $ de fonds de roulement, bien sagement déposés sur le compte courant principal de l'entreprise. Il y avait également le compte de marché monétaire, avec 1,2 million de dollars supplémentaires de fonds de réserve. Et enfin, le compte de dépenses que Victor utilisait, pour financer ses dîners d'affaires et ses rendez-vous galants avec Clara, dans les restaurants les plus chers de la ville. Cela s'annonçait amusant. J'ai commencé par des manœuvres mineures. Le genre de petits ajustements financiers qui ne déclencheraient pas d'alertes immédiates, mais qui provoqueraient certainement des conversations intéressantes le lundi matin. Le système de paiement automatique, gérant les dépenses mensuelles du cabinet, loyer des bureaux, services publics, services de nettoyage, fournisseurs de café, a subi un léger paramétrage. Ces paiements n'ont pas été annulés, attention, juste temporairement suspendus, en raison d'exigences de vérification de compte. Ensuite, les paiements des prestataires. Cette entreprise de restauration UP, qui avait fourni la fontaine de champagne et le service de caviar ce soir-là. Le paiement de leurs factures venait d'être bloqué, en attente d'une révision financière. Le fleuriste, créateur de ces centres de table élaborés. Même punition. La location du système audio, le photographe, le service de voiturier. Absolument tous les prestataires, ayant contribué à mon humiliation publique, sont passés au statut de paiement en attente. Mais, ce n'était qu'un échauffement. Le véritable chef-d'œuvre concernait le système de paie. Tous ces avocats de haut vol, que Clara et Victor avaient débauchés chez des concurrents, avec leurs primes de signature, leurs salaires à 6 chiffres, et leurs attitudes hautaines. Leurs informations de dépôt direct ont tout simplement rencontré un léger problème technique, nécessitant une résolution manuelle. Rien de permanent, comprenez-vous, juste un contretemps passager. Mais cela allait rendre le paiement de leurs hypothèques un peu plus croustillant ce mois-ci. Je me suis enfoncé dans mon siège, et j'ai repris une gorgée de whisky, savourant sa douce brûlure, autant que l'élégante simplicité de mon action. Il ne s'agissait pas d'un raid d'entreprise spectaculaire, avec des OPA hostiles et des réunions de conseil d'administration explosives. C'était de la précision chirurgicale.
Une destruction silencieuse, orchestrée à travers des feuilles de calcul et des requêtes de base de données, pendant que les cibles dormaient paisiblement dans leur lit. Mais, le véritable coup de grâce restait à venir. Je me suis rendu dans la section de gestion des investissements du portail, là où trônait le joyau de mon architecture financière. Ma clause de retrait d'associé commanditaire était enfouie dans la sous-section 7.3t de l'accord de partenariat. C'était la partie que l'avocate Clara avait probablement survolée, car elle ressemblait à du jargon habituel. Ce qu'elle stipulait en réalité, dans une terminologie juridique très précise, c'était que tout associé ayant contribué à plus de 75% de la capitalisation initiale du cabinet, avait le droit à la récupération immédiate de ses actifs, en cas de violation substantielle de l'obligation fiduciaire, ou de dissolution de la confiance du partenariat. 20 millions de dollars. L'annonce publique du divorce par Clara, lors de la soirée d'inauguration. Le sourire narquois de Victor, en me regardant recevoir ses papiers. J'estimais que cela constituait une violation substantielle de presque tout. J'ai cliqué à travers le processus de retrait. Chaque écran me demandait de confirmer que oui, je voulais vraiment faire cela, que oui, je comprenais les conséquences, et que oui, j'étais absolument certain. Le système était conçu pour faire réfléchir à deux fois. Pour donner de multiples occasions de renoncer à ce qu'il savait être l'option nucléaire financière. Mais Marcus Hall ne recule jamais. Pas quand il s'est fait jouer, pas quand il a été humilié, et surtout pas, quand il a 20 millions de raisons de faire passer son message de manière limpide. L'écran final était magnifique dans sa simplicité. Demande de retrait soumise. Les fonds seront transférés dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables, sous réserve d'un examen final des documents. Juste en dessous, se trouvait un chiffre qui a fait bondir mon cœur, moins 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, sur le point de disparaître des comptes de Hall Winters LLP, comme la brume matinale sous un soleil d'été. J'ai cliqué sur valider, et je me suis reculé pour observer les rouages numériques se mettre en marche. Quelque part, dans les profondeurs des serveurs bancaires, des signaux électroniques commençaient déjà à circuler, initiant le processus. Celui-ci allait transformer le cabinet de rêve de Clara, d'une start-up surpuissante en une simple pile de documents juridiques hors de prix. La beauté de tout cela résidait dans le timing. C'était la nuit de samedi à dimanche. Techniquement, les banques ne commenceraient à traiter les opérations que lundi. Cela signifiait que Clara et Victor avaient environ 40 heures, pour savourer leur victoire, avant de découvrir à quoi ressemblait la version de Marcus Hall d'un règlement de divorce. Je me suis versé un dernier verre de Macallan, et j'ai marché vers les immenses fenêtres donnant sur Central Park. La ville s'étendait en contrebas comme un circuit imprimé, fait de lumière vive et de connexions cachées. Quelque part là-dehors, Clara dormait probablement du sommeil des vainqueurs, rêvant de sa nouvelle vie en tant que célébrité juridique la plus en vue de New York. Ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'on ne peut pas bâtir un empire juridique avec l'argent de quelqu'un d'autre, et s'attendre à ce qu'il s'en aille docilement quand on a fini de l'utiliser. On ne peut pas humilier Marcus Hall, devant la moitié des décideurs de la ville, en supposant qu'il n'y aura aucune conséquence. Il voulait faire une scène à cette fête, provoquer une crise dramatique sur laquelle ils pourraient jaser lors de leur déjeuner mondain. Ce qu'ils allaient obtenir à la place était bien plus dévastateur. Une tempête silencieuse, qui allait balayer leur petit monde parfait comme un ouragan de catégorie 5. La meilleure partie ? Ils ne la verraient pas venir, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai levé mon verre en direction de la ville endormie, et j'ai souri. La matinée du lundi s'annonçait très intéressante. Le lundi matin a frappé la ville de New York comme un train de marchandises. Et moi, j'étais assis dans ma cuisine, buvant un café colombien, dont le prix au kilo dépassait le budget course de la plupart des gens. Je regardais le lever du soleil peindre le ciel de nuances orangées et rosées. La journée s'annonçait magnifique. Le genre de journée qui vous rend heureux d'être en vie, et absolument ravi d'être Marcus Hall. Mon téléphone vibrait depuis 6h30 du matin, clignotant comme un sapin de Noël au rythme des appels, SMS et messages vocaux entrants. L'identifiant d'appel ressemblait à un annuaire mondain, rempli de personnes ressentant soudainement le besoin urgent de me parler. Clara, 47 appels en absence, et le compteur tournait encore. Victor Cross, 12 appels, chacun probablement plus désespéré que le précédent. Plus un défilé de membres du conseil, d'investisseurs et de prestataires, dont je reconnaissais les noms depuis cette fête hors de prix du samedi soir. Je les ai tous ignorés, sans exception. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant, à détenir une information dont les autres ont désespérément besoin,
tout en maintenant un silence radio absolu. C'est comme être la seule personne à posséder un parapluie en pleine tempête. Vous pouvez choisir qui reste au sec, et qui finit trempé jusqu'aux os. La voix de mon portier a grésillé dans l'interphone à 10 heures précises. Pile à l'heure. Monsieur Hall, il y a une jeune femme ici, venant du cabinet d'avocat, qui dit que c'est urgent. Elle s'appelle Sophie quelque chose. Sophie Lannes, l'assistante de Clara. Fraîchement sortie de l'université, elle gagnait probablement 30 000 $ par an pour aller chercher du café, et gérer les agendas de gens persuadés de changer le monde. La pauvre fille ne se doutait sûrement pas qu'elle était sur le point de devenir la messagère de la partie d'échecs la plus onéreuse de l'année à New York. Faites-la monter, Franck, ai-je répondu à l'interphone. Ensuite, je me suis réinstallé dans mon fauteuil en cuir, mon mug de café à la main, pour lire l'édition matinale du Wall Street Journal. Il n'y a rien de tel que de lire les désastres financiers des autres, tout en orchestrant son propre chef-d'œuvre. On a frappé à ma porte exactement 3 minutes plus tard. Un coup doux, hésitant, le genre de coup qui crie « S'il vous plaît, ne tirez pas sur le messager ». J'ai pris mon temps pour ouvrir, la laissant mariner dans le couloir un instant, le temps de finir mon article. Je lisais un papier sur la volatilité des marchés dans les secteurs technologiques émergents. Quand j'ai enfin ouvert la porte, Sophie Lannes avait l'air d'être passée dans un mixeur, réglé sur le mode cauchemar d'entreprise. Ses cheveux blonds, habituellement parfaits, étaient tirés en un chignon désordonné. Son maquillage était coulé, comme si elle avait pleuré ou s'était frotté les yeux. Et, elle serrait un dossier Kraft contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « Monsieur Hall, a-t-elle dit, avec une voix qui s'est légèrement brisée, merci de me recevoir. Je sais que ce n'est pas très régulier. Sophie. Je me suis écarté, pour lui faire signe d'entrée. L'assistante de Clara. Du café? Vous avez l'air d'en avoir besoin. Elle a secoué la tête rapidement, trop nerveuse pour tenir en place. Je ne peux pas rester longtemps. Le cabinet. Il y a un problème, un énorme problème. Je me suis versé une nouvelle tasse, et me suis adossé à l'îlot central de la cuisine. Je l'observais, avec ce genre d'intérêt poli que l'on accorde à un artiste de rue particulièrement divertissant. Oh, vraiment? Quel genre de problème? Tout s'effondre. Les mots sont sortis d'elle en cascade, comme l'eau s'échappant d'un barrage rompu. Le système de paie est tombé en panne ce matin. Personne n'a été payé. Les fournisseurs appellent sans arrêt pour dire que leurs paiements ont été refusés. L'entreprise de restauration menace de porter plainte pour les frais de la fête. Même le service de café a été coupé. Vous savez comment fonctionnent des avocats sans café, Monsieur Hall? J'ai pris une gorgée de mon mug, en émettant un bruit pensif. Ça a l'air compliqué. Les investisseurs sont furieux, a-t-elle continué, faisant les 100 pas dans mon entrée comme un animal en cage. Le juge Winters a appelé toutes les heures, pour exiger des explications. Victor s'est enfermé dans son bureau et refuse d'en sortir. Et Clara? Elle m'a regardé, avec des yeux indéniablement au bord des larmes. Clara prétend que c'est juste un bug informatique. Une sorte d'erreur bancaire, qui sera résolue d'ici la fin de la journée ouvrable. Et qu'en pensez-vous, Sophie? Elle s'est mordu la lèvre inférieure, luttant visiblement avec l'idée de dire le fond de sa pensée à l'homme dont sa patronne venait de divorcer publiquement. Je pense, a-t-elle dit prudemment, que les bugs informatiques n'impliquent pas, en général, la disparition de 20 millions de $ des comptes de l'entreprise. Une fille intelligente. Plus intelligente que sa patronne. Bref, je ne suis pas un expert financier, lui ai-je répondu, en posant ma tasse de café et en me dirigeant vers mon bureau. Mais, cela ressemble à bien plus qu'un simple bug. J'ai ouvert le tiroir supérieur, et en est sorti une enveloppe de couleur crème. Le genre de papier à lettres coûteux, qui respire le sérieux des affaires sans avoir à prononcer un mot. À l'intérieur, se trouvaient 3 feuilles de papier légal, couvertes de l'écriture précise de mon avocat. Des conditions générales que Clara allait absolument détester, mais qu'elle n'aurait pas d'autre choix que d'étudier. J'ai besoin que vous remettiez cela à Clara, ai-je dit, en tendant l'enveloppe directement à Sophie. Ne la donnez pas à Victor. Ne la laissez pas à la réceptionniste. Ne la mettez pas dans son casier à courrier. Remettez-la à Clara en main propre, et dites-lui qu'elle a exactement 24 heures pour répondre. Sophie a pris l'enveloppe, comme si elle risquait d'exploser entre ses mains. Qu'y a-t-il à l'intérieur?
Une porte de sortie à ce pétrin, ai-je dit simplement. La seule porte de sortie, en fait. Ses yeux ont scruté mon visage, cherchant probablement une trace de pitié, de compassion, ou de simple décence humaine. Ce qu'elle y a trouvé à la place, c'était le regard froid et calculateur d'un homme qui a fini de jouer. Monsieur Hall, a-t-elle demandé doucement, est-ce à propos du divorce? Parce que si c'est le cas, peut-être pourrions-nous. Sophie. Je l'ai interrompu, doucement mais fermement. Il ne s'agit pas du divorce. Il s'agit d'affaires. Une affaire de 20 millions de dollars, dont vos patrons semblent avoir oublié l'existence, et qui appartient à quelqu'un. Elle a hoché la tête lentement, comprenant enfin qu'elle ne livrait pas un simple message. Elle transportait les conditions de reddition du camp vainqueur vers le camp perdant. 24 heures, ai-je répété. Pas une minute de plus. Et Sophie, assurez-vous que Clara comprenne bien que c'est la seule offre qu'elle obtiendra. La prochaine conversation sera loin d'être aussi plaisante. Après son départ, je suis retourné à la fenêtre de ma cuisine, pour contempler la ville en bas. Quelque part, dans une tour de verre sur Madison Avenue, Clara vivait probablement le pire lundi de sa vie professionnelle. Les coups de téléphone, les réunions paniquées, la prise de conscience naissante que son cabinet de rêve se transformait en cauchemar, plus vite qu'elle ne pouvait gérer la crise. Je me suis versé une autre tasse de café, et j'ai vérifié mon téléphone. 53 appels en absence désormais, plus un SMS de Victor disant simplement « Appelle-moi maintenant », écrit en majuscule. J'ai supprimé le message sans le lire 2 fois, et j'ai mis mon téléphone en silencieux. Ce qui est merveilleux quand on s'appelle Marcus Hall, c'est que lorsqu'on a toutes les cartes en main, on décide du moment où la partie s'achève. Et ce jeu-là ne faisait que commencer. Le compte à rebours est lancé, Clara. 24 heures. Le vendredi matin est arrivé avec la subtilité d'une boule de démolition. À 7h30, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain. J'ajustais une cravate valant plus que le loyer de la plupart des gens, tout en me préparant mentalement, pour ce qui allait être la réunion d'affaires la plus gratifiante de toute ma carrière. La tenue du jour correspondait à ce que j'aime appeler le style bourreau d'entreprise chic. Un costume Tom Ford gris anthracite, qui tombait comme s'il avait été cousu directement sur moi. Des chaussures en cuir italienne, capables de financer une petite voiture. Et, un sourire à rendre jaloux un requin. Lorsqu'on s'apprête à entrer dans une pièce remplie d'avocats, qui pensent jouer aux échecs alors que vous jouez en 4 dimensions, la présentation est primordiale. Le trajet jusqu'à Hall Winters LLP a duré exactement 14 minutes, dans la circulation de Manhattan. Juste le temps de revoir mes notes, et de savourer l'ironie de me rendre dans un bâtiment dont j'avais personnellement garanti le bail. Le hall d'accueil était identique à la première fois que Clara m'avait montré l'endroit, 2 ans plus tôt. Du marbre, du laiton, et une grandeur ostentatoire, conçue pour intimider les clients et justifier des honoraires premium. Ce qui avait changé, c'était l'énergie. Au lieu du bourdonnement confiant des ténors du barreau encerclant leur proie, il y avait une tension nerveuse dans l'air, qu'on aurait pu couper avec une assignation à comparaître. La réceptionniste, une jeune femme dont je n'avais jamais pris la peine d'apprendre le nom, m'a regardé avec des yeux écarquillés. Elle savait manifestement pourquoi j'étais là. « Monsieur Hall » a-t-elle balbutié, « ils vous attendent dans la salle de conférence. » Bien sûr qu'ils m'attendaient. Quand Marcus Hall programme une réunion à 9h du matin, les gens intelligents arrivent en avance, et les gens nerveux arrivent encore plus tôt. Le trajet en ascenseur jusqu'au 42e étage m'a offert 30 secondes pour admirer la vue sur Manhattan. La ville s'étalait en contrebas, comme un plateau de jeu que j'allais bientôt réorganiser. À l'ouverture des portes, j'entendais des voix à travers les cloisons vitrées de la salle de conférence. Des murmures urgents, et ce qui ressemblait à quelqu'un répétant ses arguments pour limiter les dégâts. J'ai poussé les portes en acajou à 9h précises, car la ponctualité est juste une autre forme de pouvoir. J'ai alors contemplé le carnage, de ce qui fut autrefois l'équipe de rêve de Clara. La salle de conférence, qui accueillait jadis les toasts au champagne et les célébrations de victoire, ressemblait désormais à une salle de crise, dirigée par des gens ayant déjà perdu la guerre. Hélène Porter, l'avocate plaidante senior que Clara avait débauchée d'un grand cabinet, avec des promesses d'association et de prestige, était assise au bout de la table. Elle fixait sa tasse de café, comme si elle pouvait y trouver des réponses aux questions qu'elle n'osait pas poser. 2 jeunes collaborateurs, dont je n'avais jamais retenu les noms, étaient blottis l'un contre l'autre près de la fenêtre. Ils calculaient probablement à quelle vitesse ils pouvaient mettre à jour leur profil LinkedIn,
et commençait à envoyer des CV. Le comptable du cabinet, un petit homme nerveux qui semblait toujours s'excuser d'exister, avait étalé des feuilles de calcul devant lui. Il les regardait comme des feuilles de thé, essayant d'y lire des signes de salut financier. Et puis, il y avait Clara. Assise en bout de table, dans le fauteuil exact que je présidais lors des réunions d'associés, elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis notre conversation, 3 nuits plus tôt. Son apparence habituellement impeccable avait laissé place à ce genre de désespoir usé, typique de ceux qui tentent de maintenir ensemble une chose vouée à s'effondrer. Mais le détail le plus révélateur de la pièce était la chaise vide, là où Victor Cross aurait dû s'asseoir. « Où est votre associé ?» ai-je demandé, en m'installant sur le siège juste en face de Clara, avec cette confiance décontractée qui signifie « j'ai plus ma place ici que n'importe qui d'autre dans cette pièce ». Victor est indisposé, a répondu Clara avec précaution. Il règle quelques problèmes personnels depuis lundi. Une expression très polie pour masquer une dépression nerveuse, causée par la réalisation soudaine qu'il avait couché avec la femme d'un autre, tout en dépensant l'argent de cet autre homme. Le bruit courait dans le milieu juridique que Victor n'avait pas quitté son appartement depuis mardi. Il subsistait grâce à des repas chinois livrés, et à ce que j'imaginais être un régime constant d'attaques de panique. Bien, ai-je répondu, ouvrant ma mallette pour en tirer un classeur assez épais pour étouffer un cheval. Je suppose que nous allons devoir procéder sans lui. J'ai étalé les documents sur la table en acajou, comme un croupier distribuant des cartes. Chaque page représentait un nouveau clou dans le cercueil juridique de Clara. Des accords de dissolution de partenariat, des formulaires de recouvrement d'actifs, des avis de licenciement, et la pièce de résistance, une proposition de restructuration qui ferait pleurer d'admiration Gordon Gekko. Comme vous le savez tous, ai-je commencé, m'adressant à la salle avec l'autorité tranquille de celui qui a toutes les cartes en main, au loin Terce LLP traverse actuellement ce que nous pourrions charitablement appeler un problème de trésorerie. Hélène Porter a finalement levé les yeux de sa tasse de café. Monsieur Hall, si cela concerne le retrait de votre investissement, je suis sûr que nous pouvons élaborer un plan de remboursement. Il ne s'agit pas de plan de remboursement, Hélène. Il s'agit d'une restructuration fondamentale. J'ai fait glisser une copie de mes conditions vers chaque personne autour de la table. Voici mes conditions, pour le maintien en activité de ce cabinet. Le silence qui a suivi était celui que l'on trouve dans les salles d'urgence, juste avant que les médecins n'annoncent une mauvaise nouvelle. Tout le monde lisait, mais personne ne parlait. Probablement parce qu'ils tentaient tous d'assimiler l'ampleur de ce qu'ils avaient sous les yeux. Vous voulez que Clara démissionne de son poste d'associée directrice, a murmuré Hélène, sa voix étant à peine plus qu'un souffle. Je veux que Clara démissionne de tout rôle opérationnel au sein de ce cabinet, ai-je corrigé. Elle peut conserver un poste de consultante, mais elle n'aura aucune autorité décisionnelle, aucun contact avec les clients, et aucun accès aux finances du cabinet. Et Victor, a demandé l'un des jeunes collaborateurs. Victor Cross est renvoyé avec effet immédiat. Sans indemnité de départ, sans recommandation, et avec une clause de non-concurrence, qui l'empêchera d'exercer le droit à New York pendant les 5 prochaines années. Clara a finalement pris la parole, d'une voix creuse. Marcus, tu es en train de détruire tout ce que nous avons bâti. Tout ce que j'ai bâti, les jeux reprisent doucement. Pendant que vous jouiez à avoir un cabinet d'avocats, je dirigeais une véritable entreprise. L'entreprise qui a maintenu cet endroit à flot pendant 2 ans, pendant que toi et Victor jouiez à la dinette avec mon argent. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, contemplant la ville que Clara pensait autrefois conquérir. Mes 20 millions de dollars seront remboursés par versements échelonnés, sur les 10 prochaines années, avec intérêt. J'assumerai 2 sièges permanents au conseil d'administration. Y compris le poste de directeur de la surveillance financière. J'aurai un droit de veto sur toute dépense supérieure à 10 000 dollars. C'est essentiellement une OPA hostile, a balbutié Hélène. Je me suis retourné face à eux, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, je les ai laissés voir à quel point j'avais savouré de voir leur petit empire s'effondrer. Une OPA hostile, c'est quand quelqu'un vous vole votre entreprise. Ceci, c'est ce qui arrive quand vous mordez la main qui vous nourrit, et que vous découvrez qu'elle a des dents très pointues. Les mains de Clara tremblaient, lorsqu'elle a saisi le stylo que j'avais placé devant elle. Si je signe ça, je ne serai rien de plus qu'une employée dans mon propre cabinet. Ton cabinet ? Je suis retourné vers la table, et je me suis penché pour être à la hauteur de son visage. Clara, cet endroit a cessé d'être ton cabinet, à la minute où tu as décidé de me remettre des papiers de divorce lors d'une fête que j'avais financée.
Ce que tu regardes maintenant, c'est la version d'une proposition de règlement par Marcus Hall. Elle a fixé la ligne de signature pendant ce qui a semblé être une éternité. Elle passait probablement en revue toutes les alternatives dans son esprit, me combattre au tribunal, avec des avocats qu'elle ne pouvait pas se payer, essayer de repartir à zéro ailleurs, avec une réputation anéantie depuis l'espace, déclarer faillite. Et regarder 20 ans de carrière juridique partir en fumée. Lorsqu'elle a finalement signé son nom, le crissement du stylo sur le papier ressemblait à des ongles raclant un tableau noir. Un par un, les autres associés ont signé leur copie. Chaque signature marquait une nouvelle étape, dans ce que l'histoire retiendra probablement comme le coup d'état d'entreprise le plus efficace de l'histoire juridique de Manhattan. Alors que je rangeais ma mallette, Hélène Porter s'est éclairci la gorge. Monsieur Hall, et pour le reste d'entre nous? Vous gardez vos emplois, ai-je dit simplement. Vous gardez vos salaires. Vous gardez vos avantages. La seule chose qui change, c'est que ce cabinet sera désormais dirigé par quelqu'un qui sait réellement comment faire tourner une entreprise. J'étais presque à la porte, quand la voix de Clara m'a arrêté. Marcus, a-t-elle dit, d'une voix à peine audible. Était-ce ton plan depuis le début? Je me suis retourné, et je l'ai regardé une dernière fois. Cette femme avec qui j'avais été marié pendant 8 ans, à qui j'avais confié mon argent et mon cœur. Celle que j'avais vue bâtir ses rêves sur les fondations de mon compte bancaire, avant qu'elle ne décide qu'elle n'en avait plus besoin. Non, Clara, lui ai-je répondu honnêtement. Le plan, c'était de t'aimer, de soutenir tes rêves, et de vieillir ensemble. Mais les plans changent, quand les gens font des choses stupides. J'ai fermé la porte derrière moi avec un léger déclic. Je laissais derrière moi les ruines de l'empire de Clara, et la naissance de quelque chose de totalement nouveau. Dans la rue, j'ai sorti mon téléphone et appelé mon comptable. Jameson, c'est Marcus. Oui, ça s'est passé exactement comme prévu. Lance la paperasse pour la restructuration. Et Jameson, assure-toi que le nouvel en tête indique All Legal Partners. Je trouve que ça sonne plutôt bien. 2 semaines après avoir littéralement désintégré l'empire juridique de ma femme depuis l'orbite terrestre, je me suis retrouvé debout devant une maison en grès brun rénovée, à Brooklyn. Le bâtiment avait l'air d'avoir connu plus de batailles qu'un champ de tir de la guerre de sécession. La peinture s'écaillait, les marches de l'entrée étaient fissurées, et l'escalier de secours violait probablement environ 17 codes de construction. Mais quelque chose ici semblait plus vrai, plus authentique, que tout le marbre et l'acajou auquel j'avais été confronté ces derniers temps. C'était là que la magie opérait, apparemment. Le Phoenix Legal Collective. Un nom qui ferait pleurer de rire les avocats d'affaires, mais qui correspondait parfaitement à l'énergie combative irradiante de ce bâtiment, telle la chaleur d'une fournaise. J'étais là, parce que mon avocate, Patricia Wells, m'avait parlé d'opportunités dans des marchés juridiques émergents, lors de notre débriefing post-coup d'État, la semaine précédente. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était, il y a une jeune avocate folle dingue à Brooklyn, qui rend les grands cabinets nerveux. Tu devrais aller la voir, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. La salle d'attente semblait avoir été décorée par quelqu'un s'approvisionnant exclusivement dans des vœux-greniers, ou dans le bac des bonnes affaires chez IKEA. Des chaises dépareillées, une table basse probablement plus vieille que la plupart des employés, et des murs couverts de coupures de presse. Des articles relatant leur victoire contre des corporations, capables d'acheter et de vendre ce bâtiment entier sans cligner des yeux. Mais voilà la vérité sur Marcus Hall, je ne suis pas arrivé là où je suis, en jugeant les livres à leur couverture. Certains de mes investissements les plus rentables ont commencé dans des endroits, qui semblaient à une inspection sanitaire près d'être condamnés. Monsieur Hall a interpellé une voix de l'autre côté de la pièce. Je me suis retourné pour voir une femme, probablement assez jeune pour qu'on lui demande sa carte d'identité au restaurant. Pourtant, elle dégageait ce genre d'assurance, qui met généralement des décennies à s'acquérir. Je suis Lydia Torres. Merci d'être venu. Lydia Torres ressemblait exactement à ce qu'on attend d'une personne dirigeant un collectif juridique à Brooklyn. Des cheveux noirs tirés en une queue de cheval, qui hurlaient « Je n'ai pas le temps pour des coiffures sophistiquées ». Des jeans, qui avaient probablement vu plus de salles d'audience que certains avocats n'en verront dans toute leur carrière. Et des yeux, brûlants de cette intensité que l'on ne trouve que chez les personnes ayant quelque chose à prouver au monde. Mademoiselle Torres. Je lui ai serré la main. Une poigne ferme, qui n'essayait pas de surcompenser, mais qui ne s'excusait pas d'exister non plus. Intéressante opération que vous avez là. Elle a ri,
et c'était le genre de rire sincère que je n'avais plus entendu dans les cercles juridiques, depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. C'est une façon de voir les choses. Venez, laissez-moi vous faire visiter. Vous déciderez ensuite si nous sommes de brillants visionnaires, ou complètement fous. La visite qui a suivi m'a donné l'impression de pénétrer dans un univers alternatif. Un monde où les avocats se souciaient d'autre chose que des heures facturables et des plans de carrière pour devenir associés. Les bureaux étaient exigus et chaotiques. Des dossiers s'empilaient sur chaque surface disponible. Des tableaux blancs étaient couverts de notes de stratégie, semblant rédigées par quelqu'un planifiant une véritable campagne militaire. « Voici notre salle de crise », a déclaré Lydia, en désignant une salle de réunion, de la taille de l'ancien placard du bureau de Clara. Nous gérons environ 40 dossiers en même temps. Des expulsions abusives, des droits d'immigration, des recours collectifs contre des propriétaires, qui pensent que le chauffage est une option en plein mois de janvier. J'ai attrapé un dossier sur la table. Martinez contre Blackstone Property Management. Une famille de 5 personnes, menacée d'expulsion parce que les pleurs de leurs jeunes enfants auraient prétendument violé la clause de jouissance paisible de leur bail. Le genre d'affaires que les grands cabinets régleraient discrètement à l'amiable, pour s'en débarrasser. Sauf que ces gens-là se battaient jusqu'en cour d'appel. Quel est votre taux de réussite, ai-je demandé, sincèrement curieux. Cela dépend de la façon dont vous mesurez le succès, a répondu Lydia. Elle m'a conduit dans une autre pièce, où 3 avocats, qui semblaient à peine en âge de voter, étaient regroupés autour d'un écran d'ordinateur. Si vous voulez dire à quelle fréquence nous obtenons pour nos clients exactement ce qu'ils demandent, c'est environ 60%. Mais, si vous parlez de la fréquence à laquelle nous empêchons les gens de se faire complètement écraser, par des sociétés au budget juridique illimité, on se rapproche des 90%. Nous nous sommes arrêtés devant un tableau d'affichage, couvert de lettres de remerciement, de coupures de presse, et de ce qui ressemblait à un dessin d'enfant. Sa famille n'avait probablement pas été expulsée, grâce au travail de ces gens. C'était le genre de décoration murale qu'on ne verrait jamais chez All Legal Partners, où le succès se mesurait en heures facturées et en distribution de dividendes. Monsieur Hall, a repris Lydia, et pour la première fois depuis mon arrivée, sa voix s'est assombrie. Je vais être franche avec vous. Nous sommes fauchés. Pas fauchés du style problème de trésorerie ou en attente de créance. Fauchés au point de devoir choisir, entre payer le loyer des bureaux et l'assurance maladie des employés. Notre plus gros dossier d'entreprise vient d'être réglé pour une fraction de ce que nous espérions, et la ville a réduit de 30% le financement des programmes d'aide juridique. Elle m'a fait entrer dans son bureau, qui était essentiellement un placard, doté d'une fenêtre et de suffisamment de livres de droit pour fournir une petite bibliothèque. Le bureau était couvert de relevés financiers. Il dépeignait une organisation fonctionnant à la passion et au café, depuis bien plus longtemps qu'il ne le devrait. Nous pourrions prendre des entreprises comme clients, a-t-elle poursuivi. Elle s'est installée dans une chaise, qui semblait provenir d'un vide-grenier des années 70. Nous pourrions facturer des tarifs premium pour du travail contractuel de routine, ou peut-être faire de la conformité réglementaire pour des startups technologiques. Mais ce n'est pas pour cela que nous avons choisi le droit. Pourquoi avez-vous choisi le droit, ai-je demandé. Quelque chose me disait que la réponse allait être agréablement différente de « pour devenir associé à 30 ans, et acheter une maison dans les Hantons ». Parce que le système est truqué, a-t-elle dit simplement. Parce que les avocats d'affaires gagnent plus en un mois, que la plupart des gens en un an, pendant que des familles se font expulser. Faute de moyens pour se payer une représentation légale. Parce que les tribunaux d'immigration ont un taux de condamnation de 97% quand les gens se représentent eux-mêmes, mais un taux d'acquittement de 60% quand ils ont un avocat compétent. Elle a sorti un classeur, et a étalé des papiers sur son bureau. Nous ne cherchons pas à devenir riches, Monsieur Hall. Nous essayons d'égaliser les chances. Juste assez, pour que l'argent ne soit pas le seul facteur déterminant l'accès à la justice. J'ai regardé les prévisions financières, les dossiers, les lettres de remerciement. Et là, un déclic inattendu s'est produit en moi. Ce n'était pas juste une autre opportunité d'investissement, ou une nouvelle façon de diversifier mon portefeuille. C'était l'anti-Clara. C'était ce que le cabinet de Clara aurait pu être, si elle s'était réellement souciée de pratiquer le droit, au lieu de jouer à l'avocate devant les caméras. Que feriez-vous avec 10 millions de dollars, ai-je demandé. Les yeux de Lydia se sont écarquillés. Comme si je venais de lui demander ce qu'elle ferait si des extraterrestres atterrissaient sur les marches du palais de justice.
10 millions? Vous êtes sérieux? Très sérieux. 10 millions de capital de départ, en échange de 40% des parts et d'un siège au conseil d'administration. Que construiriez-vous? Elle n'a pas hésité une seconde. Cela m'a prouvé qu'elle avait réfléchi à cette conversation, bien avant que je ne franchisse sa porte. Nous nous étendrions au 5 arrondissement. Nous embaucherions 20 avocats supplémentaires. Nous créerions un programme de formation, pour les étudiants en droit souhaitant travailler dans l'intérêt public, mais qui ne peuvent pas se permettre des stages non rémunérés. Nous ouvririons une clinique juridique dans chaque quartier, où les gens pourraient obtenir de vrais conseils. Et pas seulement des formulaires à remplir. Et on changerait la donne. On ferait en sorte qu'avoir une équipe d'avocats d'affaires ne signifie pas automatiquement gagner. On égaliserait les chances, pour que la justice ne soit pas réservée uniquement à ceux qui peuvent se la payer. J'ai sorti mon chéquier. Oui, j'ai toujours un vrai chéquier sur moi, car certaines choses sont trop importantes pour de simples virements électroniques. J'ai écrit un chiffre qui a rempli les yeux de Lydia de larmes. 10 millions de dollars. Ce n'était pas un prêt avec des termes compliqués et des clauses de performance. Ni un investissement avec des stratégies de sortie et des accords de partage des bénéfices. C'était simplement un capital de départ, pour quelqu'un qui voulait mener le bon combat, et qui avait le cran de le faire. Monsieur Hall, a-t-elle murmuré. Elle regardait le chèque comme s'il allait disparaître si elle clignait des yeux. Vous venez de nous sauver. Vous avez sauvé tout ce que nous essayons de bâtir ici. Non, lui ai-je répondu, en me levant pour lui serrer à nouveau la main. C'est vous qui m'avez sauvé. J'étais tellement occupé à jouer à des jeux d'entreprise, que j'avais oublié ce que ça fait, d'investir dans quelque chose qui compte vraiment. En retournant à ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Patricia Wells. Patricia, c'est Marcus. Tu te souviens de cette opportunité sur le marché juridique émerge dont tu m'avais parlé? Oui. Je viens de leur faire un chèque de 10 millions. Et Patricia, il ne s'agit plus de vengeance maintenant. Il s'agit de construire quelque chose de vrai. Pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, je ne pensais ni à Clara, ni à Victor, ni aux ruines fumantes de Hall Winters. Je pensais à la suite. Et ça faisait un bien fou, comparé au fait de ressasser le passé. 3 semaines après avoir pour ainsi dire adopté ce collectif juridique combatif de Brooklyn, à la manière d'un généreux mécène, Clara m'a appelé. Elle m'a fait une proposition tout aussi séduisante qu'un traitement de canal, réalisé par un dentiste ivre. Elle voulait qu'on se voie autour d'un café, pour discuter de notre narration publique. Dans le jargon des relations publiques, cela se traduit par « aide-moi à trouver comment justifier ce désastre, pour que je ne passe pas pour une idiote finie ». L'endroit qu'elle avait choisi était le Café Orfeu. L'un de ces établissements de l'Upper West Side, d'une neutralité agressive, où les couples divorcés se rendent pour discuter de la garde des enfants, et où d'anciens partenaires commerciaux se retrouvent pour se partager les restes de leurs rêves. Le genre d'endroit qui sert des toasts à l'avocat à 18 $. Le bruit ambiant y est suffisant pour couvrir des conversations animées, sans pour autant les faire ressembler à des épisodes d'une émission de télé-réalité trash. Je suis arrivé exactement à l'heure. Après tout, la ponctualité est une autre forme de guerre psychologique. J'ai trouvé Clara déjà assise à une table d'angle. Son ordinateur portable était ouvert, à côté de ce qui ressemblait à un bloc-notes juridique, couvert de points de discussion. Elle portait un tailleur bleu marine, qui respirait la compétence professionnelle. Son maquillage était probablement conçu pour masquer le fait qu'elle dormait mal, depuis l'effondrement de son empire. « Marcus », m'a-t-elle dit lorsque je me suis assis. Sa voix portait cette modulation prudente, celle qu'utilisent les avocats pour avoir l'air raisonnable, tout en formulant des requêtes déraisonnables. « Merci d'être venu. Je sais que la situation est délicate. J'ai commandé un café noir à une serveuse, qui semblait assez jeune pour être ma fille. Je me suis calé au fond de ma chaise, avec cette assurance détendue, propre à celui qui détient toutes les cartes dans un jeu où son adversaire cherche encore à comprendre les règles. Alors, ai-je commencé, en remuant la crème dans mon café, avec la lenteur délibérée de quelqu'un qui n'a nulle part où aller et tout le temps du monde. De quoi s'agit-il? Clara a fait glisser son ordinateur portable vers moi, comme si elle présentait une preuve lors d'un procès pour meurtre. À l'écran, s'affichait le brouillon d'un communiqué de presse. Il avait été rédigé avec tout le vernis professionnel d'une déclaration de gestion de crise, digne d'une entreprise du classement Fortune 500. Le titre annonçait
au Legal Partners annonce une transition de direction. J'ai commencé à lire. Et, à chaque phrase, mon admiration pour l'usage créatif de la langue anglaise croissait de manière exponentielle. Selon ce chef-d'œuvre de fiction d'entreprise, Clara se retirait de ses fonctions opérationnelles, pour se concentrer sur les relations stratégiques avec les clients. Mon acquisition d'une participation majoritaire dans le cabinet était décrite comme une transition planifiée, visant à optimiser l'efficacité opérationnelle. L'absence totale de mention de Victor Cross dans le document s'expliquait, apparemment, par le fait qu'il ou poursuivait de nouvelles opportunités dans le secteur privé. C'était comme lire un conte de fées, écrit par quelqu'un ayant appris la création littéraire via des documents réglementaires financiers. C'est intéressant, ai-je lâché après avoir tout lu, ce qui a pris environ 3 minutes, car ce n'était qu'un ramassis de mots à la mode, liés par du jargon d'entreprise. Très créatif. Clara s'est penchée en avant. Elle affichait cette expression pleine d'espoir, suggérant qu'elle croyait vraiment pouvoir me faire avaler ses bobards. J'ai travaillé avec notre consultant en communication, pour élaborer un texte qui protège la réputation de chacun, tout en expliquant la transition, en des termes que la communauté juridique peut comprendre. Notre consultant en communication, ai-je répété lentement. Tu veux dire, ce même consultant qui a facturé $20 000 à mon entreprise, pour planifier une soirée de lancement où tu as divorcé publiquement de moi. Son visage a légèrement rougi, mais elle a insisté, comme une avocate déjà trop engagée dans un mauvais argumentaire. Marcus, nous avons tous les deux des réputations à protéger. Cette déclaration nous permet d'aller de l'avant, sans causer de dommages inutiles à l'un ou l'autre de nos statuts professionnels. J'ai fermé l'ordinateur portable et l'ai repoussé vers elle. Clara, on dirait le discours d'un politicien, pris en flagrant délit de détournement de fonds de campagne. C'est composé à 90% de foutaise, emballé dans 10% de vocabulaire sophistiqué. C'est une déclaration professionnelle qui... C'est un mensonge, les jeux interrompus, avec douceur mais fermeté. Chaque phrase de ce document est conçue pour dissimuler la vérité, plutôt que pour l'expliquer. Tu veux protéger nos réputations? Commençons par dire aux gens ce qui s'est réellement passé. Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer d'acheter une pleine page de publicité dans le New York Times, pour avouer des crimes de guerre. Tu veux que je dise la vérité? La vraie vérité? C'est un concept fou, je sais. Mais oui, je veux que tu dises la vérité. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous sommes restés assis dans ce café, réécrivant le conte de fées de Clara en quelque chose qui ressemblait à du vrai journalisme. C'était comme pratiquer une opération chirurgicale sur un texte créatif. On coupait tout le jargon d'entreprise et le baratin médiatique, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un résultat brut, honnête. Probablement plus dévastateur que tout ce que j'aurais pu écrire moi-même. Le premier jet produit par Clara était toujours essentiellement mauvais. Mais c'était du mauvais qui allait dans la bonne direction. Au lieu de se retirer des fonctions opérationnelles, elle a écrit et démissionné des postes de direction. Au lieu de transition planifiée, elle a admis une restructuration financière suite au retrait d'un investissement majeur. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Essaie encore, lui ai-je dit, en repoussant son ordinateur après avoir effacé la moitié de ce qu'elle avait rédigé. Cette fois, imagine que tu l'expliques à ton père. Le juge Winters n'utilise pas le jargon d'entreprise, Clara. Il s'appuie sur les faits. L'évocation de son père l'a frappé comme une gifle. Le juge Robert Winters est un magistrat de la vieille école. Le genre d'homme qui pense que les mots doivent signifier ce qu'ils disent, et dire ce qu'ils signifient. Il est aussi le genre de père, qui a élevé sa fille en lui inculquant que l'intégrité importe plus que les apparences. Ce qui rendait la situation actuelle de Clara particulièrement douloureuse. Elle a recommencé à taper, et cette fois-ci, les mots qui en sont sortis étaient plus tranchants, plus clairs, plus honnêtes. Au lieu de se cacher derrière la voix passive et les euphémismes d'entreprise, elle commençait à assumer la responsabilité des décisions ayant mené à ces conséquences. Marcus l'a fourni la fondation financière qui a rendu au Winters LLP possible, a-t-elle écrit. Mes décisions personnelles ont mis cet investissement en péril, et ont endommagé la relation professionnelle sur laquelle le cabinet a été bâti. C'était de mieux en mieux, mais ce n'était toujours pas toute la vérité. Et Victor, ai-je demandé. Elle a arrêté de taper, et a fixé l'écran pendant un long moment. Quoi, Victor? Vas-tu mentionner que tu avais une liaison avec ton associé, tout en utilisant l'argent de ton mari pour financer à la fois votre cabinet et votre relation? Ou allons-nous prétendre que ce n'est pas pertinent pour l'histoire?
La question flottait dans l'air entre nous, telle la fumée s'échappant d'un canon d'armes à feu. Les mains de Clara planaient au-dessus du clavier. Elle passait probablement en revue toutes les façons possibles de formuler cette vérité précise, sans détruire complètement ce qu'il restait de sa réputation professionnelle. J'ai fait des choix personnels qui ont compromis mon jugement professionnel, a-t-elle tapé finalement. Ces choix ont mené à des décisions qui se sont avérées injustes pour mes investisseurs et préjudiciables à la stabilité financière du cabinet. Cela restait du langage d'entreprise. Mais un langage qui reconnaissait la réalité, au lieu d'essayer de prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Nous avons passé 1 heure de plus à affiner le texte. Nous avons coupé les derniers restes de manipulation et de blabla en relations publiques, jusqu'à ce qu'il reste quelque chose pouvant réellement être qualifié d'honnête. À la fin, la déclaration de Clara semblait écrite par quelqu'un comprenant la différence entre assumer ses responsabilités et gérer la perception du public. La version finale incluait la reconnaissance que j'avais financé l'intégralité du fonctionnement du cabinet, l'aveu que ses décisions personnelles avaient mené à la crise financière de l'entreprise, et la déclaration claire qu'elle démissionnait de tout rôle de direction. Pour permettre une restructuration adéquate sous une nouvelle gestion. Cela va détruire ma réputation, a-t-elle lâché, en lisant la version finale une dernière fois. Ta réputation a été détruite à la minute où tu as décidé d'humilier publiquement l'homme qui finançait toute ton opération, lui ai-je répondu. Ceci, c'est juste la reconnaissance de ce que tout le monde sait déjà. Elle a fixé l'écran pendant un autre long moment. Elle pesait probablement le coût de l'honnêteté face au prix d'une tromperie continue. Puis, sans tambour ni trompette, sans grand discours dramatique, elle a cliqué sur reprogrammer. Elle a paramétré la publication de la déclaration, sur le site web du cabinet et sur les réseaux sociaux, pour le lendemain matin à 9 h. Voilà, a-t-elle dit en fermant l'ordinateur portable, avec une finalité qui ressemblait au claquement d'un couvercle de cercueil. La vérité, comme tu l'as demandé. La vérité, comme elle était nécessaire, ai-je corrigé. Cela aurait dû être ton premier réflexe, pas ton dernier recours. En me levant pour partir, Clara a tendu la main à travers la table et a effleuré la mienne un instant. Marcus, pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi. Je sais, lui ai-je dit sincèrement. Mais vouloir quelque chose et travailler pour l'obtenir sont deux choses très différentes. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Moi, je voulais une épouse qui comprenait que le mariage doit être un partenariat, pas une transaction commerciale. Dehors, j'ai sorti mon téléphone et appelé Patricia Wells. Patricia, c'est Marcus. Clara publie une déclaration demain matin. Oui, elle est honnête. Non, elle ne va pas apprécier les réactions. Et Patricia, assure-toi que notre équipe de presse est prête à répondre aux appels. Demain va être une journée intéressante. Quelque part, dans un coin de ma tête, je pouvais déjà entendre les téléphones sonner dans tous les cabinets d'avocats de Manhattan. Le réseau de commérage juridique allait s'affoler en apprenant la nouvelle. Clara Winters venait d'avouer avoir fait imploser son propre cabinet, par le biais d'une faute professionnelle spectaculaire. Demain matin, la vérité verrait enfin la lumière du jour. Et après des mois à vivre dans la fantaisie soigneusement construite par Clara, cela ressemblait à une victoire à part entière. Vous savez ce qui est amusant avec la vérité? Elle se propage plus vite que les commérages, et frappe plus fort qu'un train de marchandises rempli de procès. La déclaration de Clara a été mise en ligne à 9 h précises, un mardi matin. Dès 9 h 15, mon téléphone bourdonnait comme un nid de frelons en colère. Il regorgeait d'appels de journalistes, d'avocats, et probablement de la moitié de l'establishment juridique de Manhattan. Tous voulaient soudainement tout savoir sur Marcus Hall. J'étais assis dans mon appartement, savourant ma deuxième tasse de café colombien. Je regardais le lever du soleil peindre Central Park dans des teintes dorées, pleines de possibilités, lorsque le premier appel est tombé. C'était le Legal Times. Puis Above the Law. Et enfin, un certain Manhattan Law Weekly, qui, j'en suis sûr, n'existait pas la veille, mais qui avait apparemment des opinions très arrêtées sur la restructuration des cabinets boutiques. Le meilleur dans tout ça? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je me suis versé une autre tasse de café. Je me suis installé pour observer l'incendie numérique se propager sur les réseaux sociaux, comme de l'essence renversée au contact d'une cigarette allumée. LinkedIn a explosé de commentaires d'avocats, qui voulaient tous faire savoir qu'ils l'avaient vu venir depuis le début. Twitter est devenu un champ de bataille. D'un côté, ceux qui pensaient que Clara n'avait eu que ce qu'elle méritait.
de l'autre, ceux qui me considéraient comme une sorte de monstre d'entreprise, pour avoir retiré mon propre argent d'une affaire dirigée par des gens qui m'avaient trahi. À midi, l'histoire a fait la une du New York Law Journal, avec ce titre « Un divorce public d'un couple en vue expose la crise financière d'un cabinet d'avocats ». L'article incluait des citations de sources proches de la situation. Celle-ci avait apparemment une connaissance très détaillée de mes finances personnelles, et des opinions très tranchées sur ma moralité. Mais voici le truc quand on s'appelle Marcus Hall. Quand on a déjà gagné la guerre, regarder les gens débattre des tactiques de bataille n'est qu'un pur divertissement. Le vrai plaisir a commencé vers 14 heures, lorsque ma boîte de réception a commencé à se remplir d'opportunités, qui auraient semblé impossibles il y a 6 mois à peine. La faculté de droit de l'Université de Columbia voulait que je donne une conférence sur le financement entrepreneurial dans les startups juridiques. L'association du barreau de l'État de New York m'a demandé si je serais intéressé pour siéger à son comité d'éthique. Ce qui était soit ironique, soit parfaitement approprié, selon le point de vue. 3 organisations à but non lucratif différentes voulaient discuter de partenariats potentiels. Et, quelqu'un du bureau du maire m'a demandé si j'envisagerais de rejoindre un conseil consultatif sur le développement des petites entreprises. C'était comme regarder sa propre réputation se reconstruire en temps réel. Sauf que, cette fois-ci, elle se bâtissait sur des fondations d'honnêteté, et non sur des relations publiques soigneusement gérées. L'appel le plus intéressant est venu de la docteure Eleanor Harvell, de la Business School de la NYU. Elle voulait savoir si j'accepterais de participer à une étude de cas, sur la responsabilité financière dans les partenariats de services professionnels. Apparemment, mon démantèlement systématique de l'empire de Clara était enseigné comme un exemple classique, sur la manière de protéger ses intérêts en matière d'investissement lorsque les relations personnelles tournent mal. J'étais célèbre, mais pour les bonnes raisons cette fois. Vers 16 heures, j'ai décidé de fuir le chaos et de me promener dans Central Park. C'était l'un de ces après-midi parfaits d'octobre. Les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur, et l'air avait cette fraîcheur qui vous rend heureux d'être en vie à New York. Je passais devant le jardin de Shakespeare, l'esprit occupé à décider si j'allais prendre à emporter dans ce restaurant italien que j'aime bien, quand mon téléphone a vibré. Un SMS de Patricia Wells. Victor Cross vient de publier sur LinkedIn. Tu devrais regarder ça. J'ai trouvé un banc et j'ai affiché le profil de Victor. Il arborait désormais un long poste décousu, ressemblant à une lettre de suicide écrite par quelqu'un ayant appris la rédaction créative à travers des documents juridiques d'entreprise. Il prenait apparemment un peu de temps pour réévaluer ses priorités professionnelles, et explorer des opportunités en dehors du cadre juridique traditionnel. C'est le genre de discours que les gens utilisent lorsqu'ils sont inemployables, mais trop fiers pour l'admettre. La section des commentaires était un véritable bain de sang, rempli d'anciens collègues offrant une sympathie de façade, tout en nettoyant probablement leur liste de contacts pour effacer ses coordonnées. C'était une mort professionnelle à petit feu. Et, j'aurais presque eu pitié de lui, s'il n'avait pas passé 2 ans à coucher avec ma femme, tout en dépensant mon argent. À mon retour chez moi, 17 messages vocaux m'attendaient, dont un du juge Robert Winters disant simplement « Marcus, appelez-moi quand vous aurez un moment. Nous devons discuter. » Le père de Clara a toujours été un homme direct. Le genre de type qui ne perd ni son temps ni ses mots en amabilité, lorsqu'il y a des affaires sérieuses à traiter. Je l'ai rappelé immédiatement, car ignorer le juge Winters est le genre d'erreur qui vous poursuit toute votre vie. Marcus, a-t-il répondu dès la première sonnerie. J'ai lu la déclaration de Clara. J'ai aussi lu la couverture médiatique dans la presse juridique. Comment allez-vous? C'était une question si simple, mais venant de lui, elle portait le poids d'une véritable inquiétude. Le juge Winters avait vu sa fille détruire son mariage et sa carrière, et pourtant, il me demandait comment j'allais. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années, monsieur le juge, lui ai-je dit sincèrement. Merci de demander. Bien. C'est bien. Il y a eu une pause, et je pouvais l'entendre choisir ses mots avec précaution. Marcus, je veux que vous sachiez que ce que Clara a fait. La façon dont elle a géré cette situation. Ce n'est pas ainsi que je l'ai élevée. Ce n'est pas le genre de personne que je croyais qu'elle était. Les gens changent, monsieur le juge. Parfois, ils vous montrent simplement qui ils ont toujours été. C'est peut-être vrai. Mais je veux que vous sachiez que vous avez géré cela avec beaucoup plus de classe que la plupart des hommes ne l'auraient fait. Vous auriez pu la détruire complètement, et vous ne l'avez pas fait. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que le juge Winters avait raison.
J'aurais pu détruire Clara complètement. J'aurais pu m'assurer qu'elle n'exerce plus jamais le droit. J'aurais pu la transformer en un conte moral, que les étudiants en droit étudieraient pendant des décennies. Au lieu de cela, je lui ai donné une chance de se reconstruire, bien qu'à une échelle beaucoup plus modeste, et avec une compréhension beaucoup plus claire du fonctionnement réel du monde. Peut-être que cela fait de moi un homme meilleur que je ne le pensais. Ou peut-être que cela fait simplement de moi quelqu'un qui a appris la différence entre la justice et la vengeance. Ce soir-là, je me préparais pour le dîner quand mon portier a appelé pour m'annoncer de la visite. La docteure Camille Roth de la faculté de droit de Columbia disait avoir rendez-vous. Je ne me souvenais pas avoir pris de rendez-vous, mais ce nom me disait quelque chose. Il m'a fallu un instant pour le situer. C'était la professeure d'éthique, citée dans l'un des articles concernant la déclaration de Clara, qui parlait de la responsabilité fiduciaire dans les partenariats professionnels. La docteure Camille Roth s'est révélée être une femme au début de la quarantaine. Son intelligence vive se manifestait dans tout, de sa poignée de main à la façon dont elle scrutait mon appartement, comme si elle en cataloguait les détails pour une référence future. Elle portait un jean et un sweatshirt de Columbia, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'une visite d'affaires formelle. « Monsieur Hall » a-t-elle dit, en s'installant dans le fauteuil en face de mon canapé comme si elle y avait sa place. « J'espère que cette visite imprévue ne vous dérange pas. J'étais dans le quartier et j'ai suivi votre situation avec un grand intérêt. » « Un intérêt académique ?» ai-je demandé, en versant 2 verres de vin. Quelque chose me disait que cette conversation allait nécessiter de l'alcool. « Professionnel et personnel » a-t-elle admis. « Ce que vous avez fait à All Winters. La façon dont vous avez structuré votre retrait. Les mécanismes juridiques que vous avez utilisés pour protéger votre investissement. C'est brillant, éthiquement inattaquable, juridiquement étanche. Et plus élégant que tout ce que j'ai vu en 20 ans d'études sur la responsabilité d'entreprise. Nous avons discuté pendant 3 heures, de tout, de l'éthique des affaires à l'avenir de l'enseignement juridique. Lorsqu'elle est partie, j'avais réalisé 2 choses. Premièrement, je n'avais pas eu de conversation aussi intellectuellement stimulante depuis l'époque d'avant mon mariage avec Clara. Et deuxièmement, la docteure Camille Roth avait le genre de sourire, qui vous donne envie de découvrir ce qui la fait rire. En nettoyant les verres à vin, je me suis surpris à sourire sans raison particulière. Si ce n'est que, pour la première fois depuis des années, l'avenir ressemblait à quelque chose que j'avais hâte de vivre, et non plus à quelque chose auquel je devais survivre. Demain, je commencerai à donner des conférences à Columbia, sur la finance entrepreneuriale. La semaine prochaine, je rencontrerai l'équipe juridique de Phoenix, pour discuter de leur plan d'expansion. Et bientôt, peut-être, je demanderai à la docteure Camille Roth si elle accepterait de poursuivre notre conversation autour d'un dîner. La guerre contre Clara était terminée, et j'avais gagné. Mais plus important encore, j'étais enfin prêt à bâtir quelque chose de nouveau. 6 mois après l'implosion spectaculaire de ce qui fut l'empire juridique de Clara, j'étais assis dans mon nouvel appartement, dans l'Upper West Side. Je corrigeais des copies pour mon séminaire à la faculté de droit de Columbia sur le financement entrepreneurial, lorsque le livreur FedEx s'est présenté. Il m'a remis un paquet, qui allait clore le dernier chapitre de mon histoire de vengeance. L'appartement était plus petit que mon ancien logement, sans les plans de travail en marbre, ni les baies vitrées avec vue sur Central Park. Mais, il y avait de la lumière du jour. De la vraie et belle lumière du jour, qui entrait par des fenêtres de taille normale, et qui rendait l'atmosphère chaleureuse et vivante. Fini l'impression de vivre dans une exposition de musée, conçue pour impressionner des gens que je n'avais jamais vraiment aimés. Bref, l'enveloppe FedEx portait une adresse manuscrite que j'ai reconnue immédiatement. Même s'il s'était écoulé des mois depuis la dernière fois que j'avais vu l'écriture cursive si distinctive de Clara. Aucune adresse d'expédition, mais le cachet de la poste de Portland m'en disait assez. Je savais à quel point elle était tombée bas, loin de la scène juridique de Manhattan qu'elle pensait autrefois conquérir. Je me suis versé une tasse de café. Du café normal, pas ce truc colombien à $50 la livre que je buvais avant, juste parce que cher était censé signifier meilleur. Je me suis installé dans le fauteuil de lecture, acheté dans un magasin de meubles du Queens, au lieu d'une boutique design où l'on paie un supplément pour le privilège d'être pris de haut par des architectes d'intérieur. La lettre à l'intérieur était rédigée sur du papier blanc ordinaire, du genre qu'on trouve en pharmacie, et elle ne faisait qu'une page. Mais parfois, une page suffit pour dire tout ce qui doit l'être. Marcus. J'ai déménagé à Portland il y a 3 mois. Je sais que cela ne te surprend probablement pas.
Tout le monde dans la communauté juridique new-yorkaise sait désormais que Clara Winters est persona non grata. À l'est de l'Hudson. Je travaille maintenant dans une clinique à but non lucratif. J'aide des gens qui ne peuvent pas se payer d'avocat, à naviguer dans des dossiers d'immigration et des litiges liés au logement. Le salaire est misérable. Le bureau est situé dans un centre commercial. Entre un salon de manucure et un service de préparation de déclaration de revenus. Et, je n'ai jamais été aussi heureuse d'aller travailler le matin. Je comprends maintenant ce que tu as essayé de me dire ce soir-là. Dans ton appartement. Je comprends la différence entre être respecté et être célèbre. Entre bâtir quelque chose de réel, et bâtir quelque chose qui présente bien dans les publications juridiques spécialisées. J'ai passé 8 ans marié à un homme qui soutenait mes rêves. Même quand je ne méritais pas son soutien. Et j'ai tout gâché, parce que je croyais devoir prouver quelque chose, à des gens dont les opinions n'auraient jamais dû compter. Je sais que tu n'as probablement pas envie d'avoir de mes nouvelles. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ton pardon. Ta compréhension, ni même que tu admettes l'existence de cette lettre. Mais je voulais que tu saches que je suis différente maintenant. Pas forcément meilleure, mais différente. Vrai. La femme qui t'a remis les papiers de divorce lors de cette fête jouait un rôle. Celui qu'elle pensait devoir tenir. La femme qui écrit cette lettre n'est que Clara. Quelqu'un qui essaie de comprendre comment vivre avec les choix qu'elle a faits, et les ponts qu'elle a brûlés. Je n'attends aucun pardon. Je voulais juste que tu saches. Clara. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai glissée dans le tiroir du bureau, où je garde les documents importants que je ne suis pas encore prêt à jeter, mais que je n'ai pas besoin de voir tous les jours. À côté des déclarations d'impôts, des polices d'assurance, et de l'acte de propriété de cet appartement. Un appartement que personne ne m'a aidé à choisir, parce que je suis parfaitement capable de choisir mon propre putain d'espace de vie. Il ne restait aucune colère en moi, quand je pensais à Clara. Pas d'amertume, pas de ressentiment, aucun désir de vengeance supplémentaire. Juste une sorte de tristesse lointaine, pour la femme qu'elle aurait pu être, si elle avait compris qui elle était vraiment, avant d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. L'ironie, c'est que la Clara qui avait écrit cette lettre, celle qui travaillait dans une clinique de centre commercial avec un salaire de misère, pour aider des gens qui en avaient vraiment besoin. C'était cette femme-là dont j'étais tombé amoureux 10 ans plus tôt. C'est cette femme que j'aurais soutenue et encouragée. Avec qui j'aurais bâti une vie, si elle avait existé ailleurs que dans le souvenir de celle qu'elle était. Mais cette femme-là avait disparu, quelque part entre la remise des diplômes à la faculté de droit, et la première fois où on l'a qualifiée d'étoile montante dans les cercles juridiques de Manhattan. Elle avait été remplacée par quelqu'un qui se souciait davantage des apparences que de la réalité. Plus préoccupé d'être perçu comme un succès, que d'accomplir un travail qui avait du sens. Peut-être que Portland lui donnera l'occasion de retrouver son véritable chemin. Peut-être que travailler dans cette clinique de centre commercial lui enseignera la différence, entre avoir une carrière et avoir une vocation. Peut-être qu'elle comprendra que le respect se gagne par des actes, et qu'il ne s'achète pas avec l'argent des autres. Ou peut-être pas. Peut-être que ce n'est qu'une autre performance. Une autre image soigneusement conçue, pour me faire croire qu'elle a appris une leçon qui lui échappe encore. Clara Winters m'a déjà trompé par le passé. La voix de la raison me souffle de ne rien croire de ce qu'elle dit, écrit, ou prétend penser. Mais voilà le truc avec Marcus Hall. Je n'ai pas besoin de savoir si l'arc de rédemption de Clara est vrai ou faux. C'est son problème à résoudre, pas le mien. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Camille Rod. La docteure Camille Rod s'était révélée être exactement aussi brillante, drôle et sincèrement intéressante qu'elle l'avait semblé, ce premier soir où elle avait débarqué chez moi à l'improviste. Nous sortions ensemble depuis 3 mois. Si l'on peut appeler cela sortir ensemble, lorsque 2 professionnels d'âge mûr dînent entre 2 cours, et se disputent sur le droit constitutionnel autour d'un verre de vin, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Dîner à 19h, ce nouveau resto éthiopien dans le village, ai-je répondu par SMS. Parfait. Je viens de finir de corriger mes copies. Prêt pour un repas qui ne vient pas avec les plaintes des étudiants sur les barèmes de notation. Apporte le bon vin. J'ai des nouvelles sur l'expansion de Phoenix Legal. Le Phoenix Legal Collective était le meilleur investissement que j'avais fait depuis des années, et pas seulement sur le plan financier. Lydia Torres et son équipe avaient ouvert 3 nouveaux bureaux à travers la ville, embauché 47 nouveaux avocats,
et remporter des affaires qui rendaient les services juridiques des grandes entreprises réellement nerveux à l'idée de traiter les pauvres comme des objets jetables. Le mois dernier, ils avaient convaincu un juge fédéral d'autoriser un recours collectif contre l'une des plus grandes sociétés de gestion immobilière de New York. Il représentait plus de 2000 locataires, qui s'étaient vus facturer illégalement des frais, que personne n'avait pris la peine d'expliquer ou de justifier. Le règlement allait s'élever à 8 chiffres. Et chaque centime irait à des personnes qui avaient réellement besoin de cet argent, au lieu d'enrichir des avocats qui en avaient déjà trop. Voilà à quoi ressemble la victoire, quand on construit quelque chose au lieu de détruire. Quand on crée de la valeur, au lieu de simplement redistribuer la richesse, de ceux qui vous ont fait confiance vers ceux qui vous ont trahi. J'ai regardé par ma fenêtre la rue en contrebas. Des gens normaux y vivaient des vies normales, sans se soucier d'empire juridique, de restructuration d'entreprise, ou de la possibilité que leurs conjoints envisagent de les humilier publiquement, lors de fêtes qu'ils auraient financées. Un couple marchait main dans la main vers le métro. Ils se rendaient probablement à des emplois qui ne les obligeaient pas à douter des motivations de chacun, ni à documenter chaque transaction financière comme s'ils préparaient une guerre. Cela pourrait être Camille et moi, dans 6 mois ou 1 an, ou dès que nous déciderons que ce que nous avons vaut la peine d'être officialisé. Marcher pour aller dîner, sans vérifier nos téléphones pour des messages urgents, d'avocats, de comptables ou de partenaires commerciaux. Des gens pensant que la fin du monde est proche, s'ils n'obtiennent pas de réponse immédiate à des questions qui pourraient attendre le lendemain. La lumière du soleil a commencé à décliner, peignant mon appartement de teintes dorées et ambrées, qui rendait tout chaleureux et plein de promesses. Dans 1 heure, je retrouverai Camille dans ce restaurant éthiopien. Nous parlerons des plans d'expansion de Phoenix Legal et de ses recherches sur l'éthique juridique. Et peut-être de ce que nous ferons le week-end prochain, quand aucun de nous n'aura de copie à corriger ou de dossier à examiner. Plus tard ce soir-là, je rentrerai chez moi, dans cet appartement qui m'appartient totalement. Je me verserai un verre de vin, qui coûte exactement le prix qu'un vin devrait coûter. Et je lirai un livre, qui n'aura rien à voir avec les affaires, le droit, la vengeance, ou toutes ces choses qui avaient consumé ma vie au cours de la dernière année. Demain, j'enseignerai à des étudiants en droit passionnés l'intersection entre l'entrepreneuriat et l'éthique. J'aiderai Lydia Torres à trouver des financements, pour des cliniques juridiques dans des quartiers défavorisés. Et peut-être que j'emmènerai Camille au vernissage de cette galerie d'art dont elle m'a parlé. La guerre avec Clara était bel et bien terminée. La reconstruction de Marcus Hall était achevée. Et pour la première fois depuis une éternité, l'avenir ne ressemblait plus à une chose à laquelle il fallait survivre, mais à une chose à construire. J'ai refermé le tiroir du bureau contenant la lettre de Clara, et j'ai marché vers la fenêtre. La dernière lumière de l'après-midi transformait la ville en un tableau qui ressemblait presque à de l'espoir. La meilleure vengeance, en fin de compte, ce n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de bâtir une vie tellement belle, que leur trahison n'a plus aucune importance. Et cela, je l'ai enfin compris, c'est la victoire absolue.